Nous sommes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006 à Columbus, dans l'Ohio. Les vacances de printemps viennent tout juste de commencer et Brian Schaeffer, un bel étudiant en médecine de 27 ans, décide de passer la soirée avec des copains dans un bar du coin. Mais durant cette soirée, les amis qui l'accompagnent le perdent de vue. Et d'ailleurs, ils ne le reverront pas de la soirée. En fait, plus personne ne reverra Brian, plus personne n'entendra parler de lui. Il ne se présentera même pas à l'aéroport où il était attendu par sa petite amie pour un voyage en amoureux. C'est simple. Ce soir-là, Brian s'est volatilisé. Et, plus précisément, dans ce bar. Parce que la dernière fois qu'il est filmé par des caméras de surveillance, c'est à 1h55 du matin. Il est en train de discuter avec deux filles devant ce bar, avant de, semble-t-il, re-rentrer à l'intérieur, pour ne jamais être vu ressortir. Brian Schaeffer a tout simplement disparu. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Installez-vous encore une fois confortablement parce que c'est une histoire totalement incroyable qui nous attend aujourd'hui. Une disparition dont vous avez forcément entendu parler puisqu'elle a été beaucoup relayée par les médias américains. Plusieurs youtubeurs en ont déjà fait des vidéos. Il y a plusieurs théories qui sont alimentées également sur différents forums de discussion, que ce soit Reddit ou d'autres forums. Et j'avais très envie d'aborder cette affaire, ne serait-ce que pour avoir votre théorie, pour avoir vos avis, vos commentaires, vos analyses. Donc évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous attends en commentaire. On ne perd pas de temps, plongeons-nous dans l'étrange disparition de Brian Schaeffer. Brian Schaeffer est né et a grandi à Pickerington, c'est une banlieue de Columbus, située dans l'Ohio. C'est l'aîné de la famille Schaeffer, son père s'appelle Randy, il est électricien, et sa mère c'est Renée, elle est infirmière. Brian, au moment de sa disparition, a 27 ans, et on peut dire que c'est un garçon qui a tout pour lui. Il est plutôt beau gosse, il est passionné par la musique, et en plus de ça, c'est un jeune homme brillant. Il est déjà diplômé en microbiologie, et en 2006, au moment de sa disparition, il est en deuxième année de médecine à l'Université d'État de l'Ohio, aux côtés de sa petite amie, qui sera importante, vous allez le voir, qui s'appelle Alexis Wagoner. Et avec cette jeune femme, avec cet Alexis, eh bien, ils filent le parfait amour. C'est vrai qu'ils sont beaux ensemble, ils vont bien ensemble. Lui, il est fou amoureux, c'est la première fois qu'il rencontre une femme avec qui il se sent bien. Et en plus de ça, le couple fait rêver leurs camarades. Et il y a une petite rumeur qui court cette année-là. Brian serait sur le point de demander Alexis en mariage. Et ça devrait se faire lors de leur prochain voyage à Miami, qui est d'ailleurs prévu pour les vacances de printemps qui arrivent. Ils doivent prendre l'avion, écoutez bien, le 3 avril 2006. Ce voyage à Miami, cette demande en mariage qui arrive, on peut dire que ça tombe bien pour Brian. Ça tombe bien parce que ça va lui permettre de penser à autre chose et ça va permettre aussi d'adoucir la vie de la famille Schaeffer qui n'a pas été tout rose ces dernières semaines parce que Renée, la mère de Brian, est malheureusement décédée quelques semaines plus tôt, c'est très récent. Elle est décédée d'un cancer de la moelle osseuse et évidemment Brian a été extrêmement affecté par cette disparition, par ce décès. Malgré tout ça, malgré ce qui vient de se passer, Brian paraît heureux. En tout cas, il fait bonne figure devant ses proches, devant ses amis. Et puis il a des projets finalement. Il y a un futur qui est tout tracé, un mariage à venir, des amis qui sont là pour lui. Son avenir, clairement, c'est là, hein, c'est demain. Il va obtenir son diplôme prochainement et il va être médecin. Il y a une chose cependant qu'il est important de noter avant de continuer cette histoire. Brian Schaeffer, à l'époque, avait un MySpace. Alors pour les jeunes qui regardent cette vidéo, MySpace, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'est un peu en quelque sorte le Facebook de l'époque, le Instagram de l'époque, si vous préférez. Et sur ce MySpace, à l'époque, Brian Schaeffer s'exprimait beaucoup. Et quelques jours avant sa disparition, il a écrit quelque chose qui paraissait anecdotique à l'époque, mais qui prend une toute autre tournure quelques semaines après. Il expliquait simplement que lui, il s'en fichait de devenir médecin. Ce qu'il voulait, c'est être tranquille sur une île déserte, à écouter de la musique, avec sa chérie. Voilà ce qu'il voulait au moment de sa disparition, en tout cas à cette période-là. Peut-être qu'il était stressé par les examens qui arrivaient, peut-être que le décès de sa mère également lui avait un petit peu chamboulé la tête et que c'était une façon pour lui de s'exprimer. En tout cas, c'est ce qu'il avait écrit.
Ce vendredi soir, le 31 mars 2006, Brian vient de finir son dernier examen, justement. Et pour fêter ça, pour respirer, il dîne au restaurant avec son père Randy. Ils dînent ensemble aux alentours de 19h30, la pré-soirée se passe plutôt bien, ils parlent de tout et de rien, ils évoquent notamment le voyage que Brian est censé faire 3 jours plus tard à Miami, avec sa petite amie Alexis. C'est vrai que Brian est fatigué, la discussion tourne aussi autour du fait que Brian doit sortir après avec des amis, faire le tour des bars pour fêter justement la fin du diplôme, et son père lui dit « Écoute, je pense que c'est pas raisonnable que tu sortes, t'es fatigué, repose-toi, il y a le voyage qui arrive, récupère et tu auras l'occasion peut-être de sortir plus tard. » Mais Brian n'écoute pas son père, hein. Lui il a 27 ans, il a envie de faire la fête, il a envie de profiter, il dit au revoir à son père, ce sera la dernière fois d'ailleurs qu'il va lui parler, et il part en direction de la suite de la soirée. Le repas se termine aux alentours de 21h, Brian dit au revoir à son père, et après, il retrouve son ami, retenez bien le nom de son ami, William Florence, dit Clint, hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler ce garçon, et tous les deux prennent la direction d'un bar qui s'appelle le Ugly Tuna Saloon. À 22h, Brian appelle Alexis, sa petite amie, qui elle est de son côté en famille à Toledo, à 220 km de Columbus. Leur conversation téléphonique est normale, hein, Alexis ne remarque rien d'étrange, et juste après ce coup de téléphone, Brian et Clint commencent alors une tournée des bars, hein, ils partent de ce premier bar, du Ugly Tuna, pour faire la tournée des bars et enchaîner les shots. Un peu avant minuit, Brian et Clint retrouvent une des amies de Clint qui s'appelle Marilyn Reed. Et elle va les ramener en fait au Ugly Tuna Saloon, souvenez-vous, le premier bar dans lequel ils ont entamé leur soirée. Ils sont d'ailleurs filmés, regardez, dans l'escalator qui les emmène à l'entrée du bar, puisque le bar se situe au premier étage, à l'intérieur. Ce soir-là, il y a un concert dans le bar, un concert live, mais la soirée ne va pas se passer comme prévu. En fait, il y a beaucoup de monde à l'intérieur du bar. Et entre 1h et 2h du matin, selon les dires de Marilyn et Clint, eh bien, ils perdent Brian de vue. Il était à côté d'eux et d'un coup, Brian a disparu. Il tente à ce moment-là de le joindre plusieurs fois sur son téléphone portable, mais Brian ne répond pas. Il pense alors qu'il doit être en train de discuter peut-être avec d'autres personnes, peut-être aux toilettes. Mais le problème, c'est que le bar ferme ses portes, et ferme ses portes vers 2h du matin. Les deux amis imaginent du coup que Brian a dû rentrer chez lui sans leur dire au revoir, peut-être qu'il était fatigué, et sachant que Brian en plus habite pas très loin du bar en question, ils se sont dit, bon, il est rentré chez lui, fin de la soirée. Quand Alexis tente de joindre Brian le lendemain, donc le samedi, ses appels restent sans réponse, ça sonne dans le vide. Elle imagine dans un premier temps que la soirée de la veille a été un peu trop arrosée, que Brian a peut-être mal à la tête, hein, il a du mal à sortir du sommeil, à ouvrir les yeux, mais les heures passent et ses appels restent sans réponse. Elle commence alors à s'inquiéter. Elle appelle alors Randy, le père de Brian, pour lui demander d'aller vérifier si tout va bien chez Brian. Parce que je vous rappelle qu'elle est à plus de 200 km de Columbus. Et elle ne rentrera que le dimanche, que le lendemain. Quand Randy arrive au niveau du parking de l'appartement de Brian, rien d'anormal, hein, la voiture est toujours à sa place. Il a le double des clés, donc il rentre dans l'appartement de Brian. L'appartement est propre, le lit est fait, mais Brian n'est pas là. Et à partir de là, l'inquiétude va s'amplifier. D'autant plus que les deux amoureux doivent se retrouver à l'aéroport le lendemain, le lundi, pour décoller vers leurs vacances tant attendues à Miami. Un voyage, je le rappelle, encore une fois, qui a de l'importance aux yeux de Brian. Déjà parce qu'il va demander Alexis en mariage, hein, ça c'est prévu, mais surtout parce que les billets d'avion de ce vol ont été payés par la mère de Brian avant qu'elle ne décède. Donc jamais il ne manquerait ce voyage, ça a une importance particulière pour lui. Quand Alexis Wagoner et Randy Schaeffer déclarent la disparition de Brian à la police, la disparition apparaît tout de suite comme inquiétante pour les autorités parce que le quartier du bar en question est considéré par la police comme assez dangereux. La première chose que les policiers font, c'est évidemment de se rendre dans le dernier lieu où Brian s'est rendu, dans le dernier lieu où on l'a vu d'ailleurs, le Ugly Tuna Saloon. Ils interrogent évidemment les gérants, des gérants qui ne se souviennent pas de grand-chose, hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde à la soirée, c'était une bonne soirée, mais ils disent aux policiers, écoutez, là comme ça, avec la photo, on ne se souvient pas de grand-chose, mais si vous voulez, si ça peut vous aider, on a une caméra de sécurité, une caméra de vidéosurveillance qui donne sur l'extérieur du bar. Peut-être que ça pourra vous apporter des choses. La caméra de surveillance
est scruté avec soin. Et effectivement, il apparaît comme indiqué par Clint et Marilyn, souvenez-vous, les trois amis rentrent dans le Ugly Tuna Saloona par la porte principale à 1h15 du matin. On les voit encore une fois dans l'escalator. Les policiers avancent donc les images et à 1h55, au moment où les amis de Brian, Clint et Marilyn sont en train de le chercher, on voit Brian sortir du bar, discuter avec deux jeunes filles, puis sortir du champ de la caméra comme pour se diriger, encore une fois, à l'intérieur du bar. Et pour que vous compreniez bien comment est organisée la caméra, sur quoi elle filme et où se trouve l'intérieur du bar, je vous ai mis une petite photo qui avait été prise à l'époque pour que vous puissiez comprendre comment Brian a agi à ce moment-là. Donc on le voit avec les deux jeunes filles, et quand on le voit aller vers l'intérieur de l'écran, c'est qu'il est censé rentrer dans le bar. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'à la fermeture du bar, eh bien, on ne reverra pas Brian repasser devant cette caméra. Les policiers en sont convaincus, ils regardent, Brian ne ressort pas. On ne le voit nulle part. Alors la police passe en revue toutes les autres caméras de surveillance de la ville, les images des caméras de 3 autres bars à proximité, mais rien. Brian s'est tout simplement volatilisé là, dans le bar, si l'on en croit les images. La police va alors mettre tout en œuvre pour retrouver la trace de Brian Sheffer. Des agents sont mobilisés, des chiens policiers. On va le chercher dans les bennes à ordures, dans les égouts, dans la voiture de Brian. On ne trouve absolument rien. Le voisinage est également passé au crible. Toujours rien. Il y a une photo de Brian qui va être diffusée, cette photo. Et sur cette photo, on le voit, souriant. Il arbore d'ailleurs un tatouage sur son bras droit. Un tatouage qui représente d'ailleurs son amour de la musique et plus particulièrement du groupe Pearl Jam. Malheureusement, malgré tous les efforts, Brian reste introuvable. Alors question, que s'est-il passé? Où se trouve Brian Sheffer et surtout, pourquoi on ne le voit pas ressortir du bar? Pourquoi la caméra ne l'enregistre pas? C'est ça la vraie problématique de cette histoire. La première hypothèse que les policiers vont mettre en avant, c'est que Brian serait bien rentré effectivement dans le bar, mais en serait ressorti par une autre porte, une porte de service qui serait celle-ci non surveillée par les caméras de surveillance. Ça expliquerait évidemment pourquoi on ne le voit pas. Et cette porte de sortie existait bien à l'époque, et ça lui faisait en fait un raccourci pour se rendre directement dans son appartement qui, je le rappelle, était situé pas très loin du bar. Et cette porte de service, qui n'est généralement pas utilisée par le public, mais dont Brian aurait pu avoir la connaissance puisqu'il avait l'habitude de se rendre dans ce bar, notamment les semaines précédentes il y était allé, s'ouvrait à l'époque, écoutez bien, sur un chantier de construction. Donc à l'époque, il y avait un chantier de construction qui était juste à l'extérieur quand on passait cette porte. Et les agents de police ont conclu à l'époque que ce chantier de construction était très difficile à passer, parce que c'était un chantier de construction, il fallait soit enjamber des choses, soit baisser la tête, ça paraissait dangereux, déjà en étant sobre, alors en état d'ébriété, comme Brian l'était, puisque je vous rappelle qu'il a fait la tournée des bars, c'était quasiment impossible. Il aurait eu un accident, il se serait peut-être empalé sur un morceau de métal, en tout cas voilà, il se serait blessé, ou peut-être pire, tué. Mais à l'époque, on n'a retrouvé aucun corps, ni aucune trace de sang, rien. Donc les agents ont conclu que passer par cette sortie aurait été extrêmement compliqué, voire impossible pour lui. Il y a une autre théorie cependant qui est mise en avant. Cette théorie veut que Brian soit sorti par cette fameuse porte de service, cette fameuse porte dérobée, mais qu'il ait été assassiné à la sortie, par une bande ou par quelqu'un de mafieux, parce que je vous rappelle que ce quartier était malfamé. Pourtant, l'idée d'assassinat, l'idée que Brian Sheffer ait pu être assassiné à la sortie de cette fameuse porte de service est tentante pour les autorités et tentante pour l'opinion publique. Parce que Brian correspondait à l'époque aux victimes du tueur à la tête de Smiley. En fait, c'est une théorie, cette théorie du Smiley Face Murder, comme c'était appelé à l'époque, qui est née avec 2 détectives de New York qui ont conclu que les décès d'au moins 45 garçons par noyade avaient trop de similitudes, étaient trop ressemblantes pour être sans rapport. Parce qu'en fait, toutes les victimes du supposé Smiley Face Killer étaient des étudiants beaux, athlétiques, brillants à l'école, qui étaient très souvent alcoolisés pour leur dernière soirée de diplôme. Vous voyez, beaucoup de points communs avec notre étudiant en médecine, avec Brian Sheffer. Et les détectives pensaient à l'époque que le motif pouvait être la jalousie, parce que tous ces garçons étaient beaux, athlétiques,
ils étaient brillants à l'école. Et il y a une chose principale qui a fait que ces deux détectives ont établi au fur et à mesure des années cette théorie, c'est que la plupart des décès ont eu lieu la même nuit, mais dans différents états. C'est ça le problème. Donc les détectives, au fur et à mesure, ont dû modifier un peu leur théorie, ont dû affiner leurs avis en se disant que peut-être c'était une coïncidence ou que peut-être ça aurait pu être commis par un gang de tueurs organisés. Vous voyez, c'est très flou, mais on essaie à l'époque de trouver une réponse à cette disparition et une réponse, un point commun à tous ces décès bizarres. Et cette théorie du smiley face murder est appuyée par un médium qui avait été embauché à l'époque par le père de Brian, qui lui a dit que le corps de Brian, selon lui, serait dans l'eau, près d'un pont. Encore une fois, une ressemblance avec les victimes du smiley face murder, qui ont toutes été retrouvées noyées. C'est pour ça qu'à l'époque, on pense et on met Brian Shaffer dans cette théorie. Même si, encore une fois, le corps de Brian n'a même pas été retrouvé dans l'eau et que l'existence de ce supposé serial killer n'est toujours pas prouvée aujourd'hui. Ça reste toujours aujourd'hui que des suppositions. Les semaines passent, rien n'avance et l'enquête se tourne alors vers les dernières personnes à avoir vu Brian Shaffer, ceux qui ont passé la soirée avec lui, à savoir Clint Florence et Marilyn. Et les deux sont invités à passer au détecteur de mensonges pour y voir un peu plus clair. Figurez-vous que l'un d'eux va refuser, c'est Clint qui refuse de passer au détecteur de mensonges. Pourtant, c'est l'un des derniers à avoir vu Brian. C'est lui qui a passé la soirée avec lui justement au Ugly Tuna Saloon. Il refuse catégoriquement de passer au détecteur de mensonges. Et ça, c'est étrange. Et c'est étrange aussi pour Derek Shaffer, le frère de Brian, qui explique aux enquêteurs que Clint lui a toujours paru bizarre, louche, et que ce Clint aurait aussi tenu des propos négatifs sur Brian après sa disparition. Ça, c'est quand même bizarre. Ton meilleur ami, ton ami vient de disparaître, et toi, tu ne cherches pas plus et tu exprimes des velléités envers Brian Shaffer. Ça paraît bizarre, mais encore une fois, on n'a pas d'autres indices, pas d'autre chose à se mettre sous la dent, donc on ne va pas plus loin. Parlons maintenant de la théorie qui est aujourd'hui évoquée comme la théorie la plus probable. Et encore une fois, j'attends vos avis et vos commentaires, vos analyses par rapport à ça, parce que moi, justement, elle me paraît peu probable, cette théorie. Celle d'une disparition volontaire. Selon cette théorie, Brian se serait senti écrasé par la pression sociale. Il ne se serait pas senti à 100% lui, avec ce métier de médecin qui arrivait. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il voulait faire? On a commencé à en parler tout à l'heure sur MySpace. Il évoquait le fait que lui, il aimait la musique, que ce métier finalement de médecin, c'était pas totalement lui. Sa mère qui venait tout juste de décéder, sa mère qui était très proche de lui. Est-ce que ça n'a pas joué aussi dans son cerveau? Cette petite amie Alexis qu'il allait épouser, est-ce que vraiment il était amoureux d'elle? Est-ce que cette demande en mariage qu'il allait faire à Miami, cette demande en mariage dont il avait parlé à sa mère, c'était pas une demande aussi pour se sécuriser? Il vient tout juste de perdre sa mère, il a perdu des repères. Il a une femme dans sa vie, certes, avec qui il s'entend bien, peut-être qu'il a des sentiments pour elle, mais est-ce que finalement il est vraiment amoureux d'elle? Est-ce que c'est le bon choix de vie? Et surtout, a-t-il des doutes sur sa sexualité? Ça aussi, ça a été mis en avant à l'époque. En fait, vous le voyez, tout ça a peut-être été trop lourd pour Brian, trop lourd à porter, et il a décidé, comme ça, du jour au lendemain, de partir et d'effacer toute trace de sa vie. Et d'ailleurs, pour expliquer cette théorie de disparition volontaire, selon les enquêteurs, il est tout à fait possible que Brian, le soir de sa disparition, ait pu changer de vêtements dans le bar en question, mettre un chapeau, mettre autre chose, baisser la tête et passer sous la caméra. Moi, je trouve ça peu probable, mais peut-être, sans que personne ne le voie, sans qu'on puisse le reconnaître. Il y a autre chose qui est troublant pour les enquêteurs, c'est que Alexis a constamment essayé d'appeler Brian après sa disparition, l'a appelé sur son téléphone portable, pour entendre sa voix. Alors évidemment, à chaque fois, elle tombait sur sa messagerie, sur son répondeur, sauf une fois. En septembre 2006, figurez-vous que ça a sonné. Ça a sonné 3 fois avant de tomber directement sur la messagerie. Alexis, évidemment, on a parlé tout de suite à la police en disant pourquoi? Est-ce que c'est normal? Et la police a contacté la compagnie de téléphone et la compagnie téléphonique a expliqué que ça pouvait être un bug. En 2008, 2 ans et demi après la disparition de Brian Shaffer, le père de Brian, Randy, travaille dans le jardin familial. Il est en train de jardiner.
le vent commence à se lever, le vent devient de plus en plus violent et casse la branche d'un arbre qui se trouve près de Randy. Cette branche tombe et elle tue Randy sur place. Il sera retrouvé le lendemain par des voisins. Évidemment, c'est le drame. L'enterrement a lieu et il y a un livre de condoléances qui est publié en ligne pour tous ceux qui souhaitent mettre, même à distance, un mot pour Randy Schaeffer. Et là, à la lecture du livre en ligne, il y a un mot qui va interpeller la famille de Randy et surtout le fils cadet d'Eric Schaeffer qui est le frère de Brian. Ce mot est le suivant: à papa, je t'aime, signé Brian. Et ça, c'est totalement incroyable pour Derek Schaeffer. L'adresse IP de là d'où provient le message est analysée et les policiers découvrent que ce message a été envoyé d'un ordinateur situé dans les Caraïbes. Les policiers concluent à une très mauvaise blague. Je vous laisse analyser ça, je vous laisse commenter sur cet épisode, mais qui aurait envie de faire une telle blague de très mauvais goût, surtout aussi loin? Je sais pas, je trouve ça assez étrange, mais j'attends vos analyses. Dans tous les cas, les années ont passé. La disparition de Brian Schaeffer a été relayée par les médias, a été étudiée, a été analysée. Des pistes ont également été étudiées, mais elles ont toutes été abandonnées faute de preuves. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce fameux soir, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Brian Schaeffer, on ne sait toujours pas s'il est encore vivant. En tout cas, s'il a bel et bien décidé de disparaître de lui-même, on peut dire qu'il a réussi. Parce que personne aujourd'hui n'est capable d'apporter le moindre indice. Personne, sauf peut-être un Américain en voyage au Mexique qui, lors d'une de ses balades dans un quartier mexicain, a été frappé par la ressemblance de cet homme. Un homme d'environ 35 ans, très certainement SDF, qui ressemble fortement à Brian Schaeffer. L'Américain en question a expliqué à la police que quand il a croisé cet homme, cet SDF, il a été frappé par la ressemblance avec Brian Schaeffer, lui étant américain, ayant eu connaissance évidemment de la disparition de Brian Schaeffer. Il a donc pris une photo de l'homme en question et l'a transmise ensuite à la police. La police a transmis cette photo au service qui pourrait établir une connexion, une ressemblance avec Brian Schaeffer, sauf que 4 semaines plus tard, le verdict est tombé. Après une reconnaissance faciale, l'homme SDF ne correspond pas, ne serait pas Brian Schaeffer sans certitude. Ce n'est pas certifié à 100%, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas lui. On a essayé de retrouver cet SDF, mais il n'a jamais été retrouvé. Et cette affaire donc remonte à 2020. Vous voyez, c'est assez récent. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout, malgré le fait que cette disparition est très connue. Tous les éléments que vous avez vus, entendus dans cette vidéo sont des éléments qui sont connus de la police, qui sont connus de l'enquête. J'espère vous avoir apporté des choses nouvelles. Dans tous les cas, j'attends vos analyses, j'attends vos commentaires, vos avis également sur cette étrange disparition. Il y a plein de zones d'ombre, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé à Brian Schaeffer. Est-ce que nous aurons un jour la réponse? Je l'espère, mais cette disparition fait partie des énigmes d'autres disparitions. Hein. Ce n'est pas la seule disparition étrange. Dans tous les cas, voilà. On en est là aujourd'hui. J'espère qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire. Merci encore une fois d'être là. À très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.